Bonjour Nathalie, bonjour Rim. Je suis très heureux de vous accueillir toutes les deux pour cette série de podcasts intitulée « À la recherche de la paix face aux impasses géopolitiques ». Cette série de podcasts s'inscrit dans la préparation de la 7e édition du Forum de Paris sur la paix, qui se déroulera les 11 et 12 novembre prochains, autour du thème « À la recherche d'un ordre mondial qui fonctionne ». On sait bien quelle est la situation actuelle, les crises géopolitiques s'intensifient, sont plus complexes, plus violentes qu'auparavant. Elles empêchent la résolution des problèmes mondiaux dont on s'occupe par priorité au forum, c'est-à-dire les problèmes de gouvernance globale comme le climat, la santé, les nouvelles technologies, etc. Et je vous ai invité parce qu'il me semblait très important d'avoir votre avis sur ces crises géopolitiques et sur leur lien avec ces questions de gouvernance globale, et qu'on essaye ensemble de dresser le tableau du paysage géopolitique actuel. Nathalie, je rappelle que vous avez eu une carrière longue et impressionnante au ministère des Affaires étrangères. Vous avez été notamment porte-parole de l'ambassade de France aux États-Unis pendant la guerre d'Irak. Moi, j'étais chercheur à l'époque. C'est là où on s'est connus. À Washington. Et donc, on se connaît depuis cette période-là. C'était une période turbulente aussi. Ensuite, vous avez dirigé l'École nationale d'administration et vous avez été ministre chargé des Affaires européennes de 2017 à 2019. Récemment, vous avez été réélue députée européenne et votre expertise en matière de politique internationale, évidemment, mais aussi européenne, sera très précieuse. Rim, quand je vous ai connu, vous étiez journaliste et vous êtes maintenant rédactrice en chef de Strategic Europe au Carnegie Endowment for International Peace. Donc vous êtes passé du côté des think tanks. Mais cette expérience de journaliste et d'analyste de la politique étrangère européenne et notamment française, avec une vision très acérée sur les réalités françaises, ainsi que votre connaissance très approfondie du Moyen-Orient, vont permettre d'apporter un éclairage précieux à ces questions-là. Alors, je voudrais commencer par une question qui, moi, me taraude, ou en tout cas me pose problème, qui est cette question des rapports Nord-Sud, et en particulier de l'expression Sud global. Nathalie, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser l'expression Sud global, ou vous ne l'employez jamais? Je l'utilise pour la contester. D'abord parce que c'est une expression qui nous vient directement de des expressions de Vladimir Poutine. C'est l'Occident collectif, c'est le Sud global, c'est une manière de mettre ensemble des choses qui ne vont pas forcément ensemble. Je trouve ça une expression plutôt méprisante. C'est condamner des pays à leur dire vous êtes forcément comme ci ou comme ça parce que vous êtes des pays du Sud. Alors qu'il y a évidemment une grande variété de positions de ces pays entre eux. Il y a peut-être moins de variété sur le fait qu'aujourd'hui, ils contestent une domination occidentale qui, pour eux, ne va pas de soi. Et c'est une évolution normale de l'histoire. Ils ont ça en commun, de dire l'ordre international ou le désordre international n'est pas forcément fixé par ce que font les États-Unis et l'Europe. Et c'est vrai, mais ils n'ont pas forcément en commun de proposer quelque chose pour le remplacer. Je vois. Rim, j'ai la même question. Est-ce qu'il vous arrive d'employer cette expression Sud global même sans faire attention, ou alors vous faites attention à ne jamais l'employer? Non, je fais attention à ne jamais l'employer parce que je suis plutôt d'accord avec Nathalie. Je trouve qu'elle est très réductrice, cette expression, qu'elle ne prend pas du tout en compte les spécificités des différents pays, mais même aussi des différents pôles qui émergent parmi les puissances moyennes qui s'affirment, que ce soit en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Et aussi, ça impose une uniformicité qui n'existe pas dans leur position. Et je pense que ces puissances elles-mêmes ne sont pas très à l'aise avec cette uniformicité qu'on leur impose. Et d'une certaine manière, dire Sud global, c'est en fait intérioriser une position très occidentale par rapport à eux. C'est-à-dire, on les définit par rapport à l'Occident et au Nord, alors qu'eux ne se définissent pas par rapport à l'Occident ou au Nord. Mmh.
Alors, je confesse un peu d'embarras parce qu'il m'arrive assez souvent d'employer l'expression sud global, même si je suis d'accord avec toutes les deux sur le problème à la fois intellectuel, il n'y a pas d'homogénéité, et politique, c'est une notion instrumentale et instrumentalisée, etc. Mais c'est vrai que quand on travaille au forum sur des sujets comme les vaccins, le Covid par exemple, il y a ceux qui en avaient des vaccins et ceux qui n'en avaient pas. Sur l'IA par exemple, sur l'intelligence artificielle, il y a ceux qui font la course en tête en quelque sorte et ceux qui pour l'instant n'ont pas développé de capacité dans ce sens. On est assez souvent amené à essayer de désigner ces pays d'Afrique, d'Amérique latine et du Sud. Et donc je confesse que je l'emploie sans être ni convaincu par sa validité intellectuelle, ni convaincu par sa validité politique. Mais bon, c'est une question et il faut qu'on essaye d'enrichir un peu le lexique ensemble du sujet international. Alors, est-ce que vous pensez, toutes les deux, si on réfléchit au lien entre géopolitique et questions globales, qu'est-ce qui se joue autour du conflit actuel au Proche-Orient et de la guerre maintenant assez largement régionale qui fait rage au Proche-Orient, pour être précis. Est-ce qu'il y a, et je voudrais aborder ça sous l'angle nord-sud, même en récusant l'expression de sud global, comment est-ce que vous voyez les lignes de partage de la communauté ou disons du système international autour de ça? Est-ce que c'est, pour simplifier encore beaucoup, le nord contre le sud? Rim? Moi, je pense que cette guerre, en fait, a complètement brisé la communauté internationale. Elle a complètement brisé les notions de droit international, d'état de droit dans le monde, d'ordre. Et elle crée une division entre, c'est pas le nord et le sud, mais c'est les États-Unis et certains pays européens d'un côté et les populations d'autres pays, surtout évidemment au Moyen-Orient, mais on le voit aussi dans certaines parties d'Asie, en Afrique évidemment, en Amérique latine, mais même dans les populations européennes et américaines elles-mêmes. Donc c'est plus compliqué que Nord-Sud. Et la raison pour laquelle je dis que ça a vraiment brisé ce qu'on pensait avoir en commun, c'est que je vois, depuis un an, on va faire un raccourci, des Arabes occidentalisés, des Arabes qui sont des binationaux, qui ont évolué en Europe et aux États-Unis, qui aujourd'hui, dans leurs réseaux sociaux, dans leur manière de penser et d'articuler ce qu'ils ressentent par rapport à ce conflit, disent clairement, on a compris, ces valeurs et ces principes ne s'appliquent pas à nous. Notre vie n'a pas la même valeur. Le droit international n'est pas appliqué de la même manière sur Israël qu'il est appliqué sur d'autres pays. Ça, c'est une perception qui aujourd'hui est devenue, qui est très présente. Et je pense que les pays européens et les États-Unis vont avoir énormément de mal à retrouver une sorte de relation apaisée avec ces populations. Et si ces pays ont perdu les populations soi-disant occidentalisées, qui étaient en fait des relais pas seulement d'idées, mais qui représentaient un socle commun de valeurs, si ces populations sont perdues, quoi dire des autres populations qui, au début déjà, pensaient qu'il y avait un deux poids, deux mesures et ne croyaient pas vraiment à ces valeurs en commun. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui, je pense, va être très compliquée et pour lesquelles les sociétés, mais aussi les gouvernements européens et américains, n'ont pas de réponse et vont devoir réfléchir à comment approcher cette question. Nathalie, sur cette fracture, est-ce que vous pensez que ce thème en particulier, qui est un leitmotiv de cette fracture, c'est-à-dire le deux poids, deux mesures, le double standard en anglais, est-ce qu'il vous semble si important d'abord et si lourd de conséquences que le décrit Rim? Je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Rim sur les conséquences. Parce qu'elles sont là. Et ne pas les voir, ne pas vouloir les voir, c'est être aveugle et c'est ne pas préparer
un monde plus apaisé, en tout cas en être les acteurs, mais c'est subir la colère de ceux qui nous voient quoi? Qui nous voient impuissants. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, c'est à la fois le summum de la brutalité et le summum de l'impuissance, d'une impuissance collective, occidentale, ce qui est une sérieuse leçon d'humilité, mais pas seulement occidentale, c'est aussi l'impuissance du monde arabe à aboutir à quoi que ce soit de positif. Et lorsqu'on est impuissant, la première chose qu'on fait, c'est évidemment du blame game, c'est chercher des boucs émissaires. Sur le 2 poids 2 mesures, qui est une accusation qu'on entend beaucoup, le 2 poids 2 mesures a toujours existé dans l'histoire des conflits. La guerre d'invasion russe en Ukraine a été considérée par une très grande partie du monde comme le problème des Européens. Même aux États-Unis, une grande partie de la population considère que c'est le problème des Européens et pas le sien. Des tragédies comme la guerre en Syrie, les 500 000 morts de la Syrie, n'ont pas déclenché les mêmes émotions, les mêmes manifestations, les mêmes colères que ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des activistes comme Firas Khantar, comme beaucoup, qui enragent de voir une émotion à géométrie variable. Ce qui s'est passé au Tigré n'a déclenché l'émotion de personne, ni au nord, ni au sud de la Méditerranée. Ça a été une indifférence générale, comme le Soudan. Alors, admettons notre faiblesse et le fait que certains conflits nous émeuvent plus que d'autres. Si l'on se prétend tous universels, on aura tous menti. Personne ne l'est vraiment. Parfois, on a des intérêts plus immédiats, des menaces de sécurité plus immédiates ou des émotions plus immédiates. Et je voudrais compléter ce que disait Rim, pas pour le contredire, parce que c'est très juste, mais par une autre perception par rapport à ce 2 poids 2 mesures. Celle qui fait que des Juifs à travers le monde, des Israéliens qui ne sont pas forcément des soutiens de Netanyahou en Israël, s'émeuvent que n'importe qui puisse avoir le droit de se défendre, sauf un Juif. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils sont dans l'hyper-émotion? Je dirais que la question n'est pas là. Le fait est qu'ils le ressentent et que ce conflit divise les pays entre eux, les opinions publiques à l'intérieur de chaque pays, et je dirais chacun d'entre nous au fond de lui-même. Juste 2 points, je suis plutôt d'accord, mais il y a, il y a une différence. La raison pour laquelle le conflit en Syrie, que moi j'ai couvert pendant 10 ans, donc j'ai bien vécu cette indifférence générale, ou le conflit au Soudan, ou le conflit en Éthiopie, ou n'ont pas déclenché autant de controverses, mais aussi autant d'émotions. Certes, il y a une partie de position anti-Israël qui existe dans le monde, ça c'est clair, mais c'est aussi parce que la différence, c'est que Israël est supposé être un pays démocrate et occidental qui est soutenu directement dans sa guerre par une aide militaire américaine sans pareil par rapport à la proportion d'Israël. Évidemment, les États-Unis donnent énormément à l'Ukraine, mais il y a aussi une couverture politique, une couverture diplomatique, des moyens qui sont utilisés par la puissance occidentale, démocratique, libérale la plus importante au monde pour faire en sorte que, par exemple, la Cour pénale internationale ne puisse pas faire son travail de manière apaisée. Et sur ça, par exemple, la France a pris une position complètement différente. La France a une position qui est beaucoup moins problématique dans la perception de ces populations dont on parle, les populations qui ne sont pas européennes et qui ne sont pas américaines. Et ça, il faut le prendre en compte. Pourquoi ? Parce que ça fait des décennies que les pays démocratiques, occidentaux, progressistes, parle de l'importance du droit, de la proportionnalité, des droits de l'homme. Et c'est bien sûr évident que le peuple juif, mais aussi le peuple israélien a le droit de se défendre. Il y a aussi une question
de proportion. Il y a 1200 morts qui ont été tués d'une manière sauvage et terroriste le 7 octobre. Depuis, Israël mène une guerre sans limite pendant 1 an, avec des armes très sophistiquées qui sont fournies par les États-Unis contre une population aujourd'hui à Gaza. C'est pas seulement contre le Hamas. Et on voit la même méthode s'appliquer au Liban, où ce n'est pas juste cibler l'état-major du Hezbollah. Ça, je pense que la majorité n'aurait pas de problème avec. Mais c'est une guerre qui semble de plus en plus menée contre la population civile, avec 20% de la population libanaise déplacée de force en 2 semaines. C'est ça la différence. Et c'est là où les postures des pays comme l'Allemagne ou des États-Unis, en fait, mènent à des accusations de complicité. La France n'est pas accusée de la même chose parce que la France a encore essayé de tenir un équilibre qui est évidemment très, très compliqué à tenir. Après, sur la question de l'impuissance, je suis totalement d'accord. Il y a une impuissance criante, à part les États-Unis, qui aujourd'hui sont quand même partie prenante du côté israélien. Et je ne dirais même pas une impuissance des Arabes, mais plutôt un manque de volonté de peser sur ce conflit qui, en fait, est dans leur région, qui va avoir des conséquences premières sur leur population et leur région, avant d'avoir des conséquences réelles sur l'Europe, par exemple. Nathalie, la conséquence de tout ça, c'est une fracture, comme le disait Rim, avec les populations, notamment les populations de pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique latine. Ça m'évite d'employer l'expression sud globale. Mais je pense que ce fossé, depuis la création du Forum de Paris sur la paix en 2018, n'a cessé de s'élargir et en particulier d'avoir des effets pervers parce que cette perception du double standard, du 2 poids, 2 mesures, fait que les Occidentaux, appelons-les comme ça, ne sont pas pris au sérieux quand ils appellent à la solidarité avec eux-mêmes. Je pense à la guerre en Ukraine en particulier, et donc une question très précise qu'on s'était posée il y a 2 ans lors de l'édition de 2022 du Forum sur l'universalisme et la guerre en Ukraine. Il y avait eu ce panel avec le président de la République. Est-ce qu'on a perdu ces pays-là pour l'Ukraine, ou comment est-ce qu'on peut caractériser leur position vis-à-vis de ce conflit, nous qui leur demandons une sorte de solidarité, mais qui en effet nous heurtons à cette perception du 2 poids, 2 mesures et à ce fossé nord-sud? La réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment demandé une solidarité au monde entier avec l'Ukraine. On a pris acte du fait que pour un certain nombre de pays, c'était un sujet lointain ou qu'ils ne voulaient pas déclencher les foudres de la Russie, parce que la Russie a décidé de mépriser le droit international, l'ordre international basé sur les règles, et qu'elle ne s'exprime plus que par le rapport de force. Donc on a compris assez vite qu'un certain nombre de pays au sud n'entreraient pas dans quelque chose qui pourrait leur être défavorable. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Ouest pense vraiment ce qu'il dit? Est-ce qu'il est cohérent entre ses discours et ses actes? Je pense que avant même la guerre d'Ukraine, et peut-être l'un des déclencheurs de la guerre d'Ukraine, c'est la déroute occidentale en Afghanistan. Nous avons jeté un voile pudique sur la manière dont les États-Unis ont décidé que l'Ouest quittait l'Afghanistan et le rendait aux talibans. Le monde entier l'a vu. Des pays d'Asie du Sud l'ont vu, mais très au-delà. Et la Russie de Vladimir Poutine l'a vu. Elle a compris que la puissance américaine ne voulait plus s'exercer par des boots on the ground. Et ça a été un aveu de faiblesse dans lequel Vladimir Poutine s'est engouffré. Et il a eu raison, puisque en Ukraine, il n'y a pas de boots on the ground, ni américaine, ni occidentale. On est aujourd'hui dans une phase où la guerre s'élargit, puisque l'Iran soutient la Russie, puisque la Corée du Nord non seulement envoie des armes à la Russie, mais sans doute envoie des troupes. L'escalade est du côté russe et du côté occidental, puisqu'il faut utiliser cette expression. On a des discours magnifiques.
On aidera l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faut. La Russie doit être défaite. C'est une menace existentielle à la sécurité de l'Europe. Mais quoi derrière ? Un chancelier allemand qui annonce qu'il baisse l'aide et qui n'enverra pas de Taurus et qu'il est pressé de négocier. Des États-Unis qui ne laissent toujours pas des armes à longue portée viser des centres militaires en Russie même. Donc c'est cette déconnexion entre la volonté affichée, les promesses faites et la réalité sur le terrain qui affaiblit, j'allais dire, l'Occident collectif, pour reprendre une expression que je n'aime pas. Et je pense qu'on aurait intérêt à se poser la question de l'image de l'Occident à la sortie de ce conflit. Si en fait on reprend la même méthode qui a échoué en 2015 avec les accords de Minsk, qu'on se contente d'une paix bricolée, dont on sait très bien, si on est sincère, qu'elle ne durera pas. C'est la phrase d'Einstein. C'est une folie de penser qu'en refaisant les mêmes erreurs, on n'aboutira pas au même résultat. Rim, sur cette guerre en Ukraine et sa perception dans le Sud en particulier ? Je pense que, en fait, Nathalie a commencé par le bon point, c'est-à-dire que, en fait, le reste du monde aujourd'hui se dit que les États-Unis et les pays européens ne vont pas jusqu'au bout. Ils commencent des choses et à la fin, ils essayent toujours de négocier, ils ne vont pas jusqu'au bout. À l'inverse de puissances, de pays comme la Russie, mais aussi l'Iran, mais aussi la Chine. Et donc, ces pays comme la Turquie, comme les Émirats arabes unis, pour n'en citer que deux, se sont dit dès le début, en fait, on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Nous, on va garder une position que eux présentent comme une position d'équilibre, du hedging en anglais, où ils se disent, nous, on veut garder plusieurs options. On veut garder notre relation avec l'Occident, avec les Européens, avec les Américains, mais on veut aussi garder nos relations avec la Russie, avec la Chine, parce qu'en fait, on ne croit plus que les États-Unis vont pouvoir dominer le monde comme ils l'ont dominé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la fin de la guerre froide. Et comment est-ce qu'ils étayent ça ? Ils parlent par exemple de la guerre lancée, qui était en fait illégitime par les États-Unis contre l'Irak en 2003, qui est en fait le péché originel par rapport à ce bafouement du droit international. Et donc il y a eu ce côté, oui, la Russie enfreint au droit international, mais elle ne fait rien que les États-Unis eux-mêmes n'ont pas fait en 2003. Et deuxièmement, on a vu en Irak que les États-Unis, avec toutes leurs forces et les centaines de milliers de troupes qu'ils ont envoyées en Irak, ne sont pas allés jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça s'est terminé par, en fait, donner l'Irak à l'Iran sur un plateau, avec les conséquences néfastes qu'on connaît, surtout en Europe, avec par exemple les attaques de Daesh, qui sont des attaques terroristes. Et donc, ces pays se sont dit, on ne peut pas compter sur les États-Unis pour qu'ils s'engagent à obtenir un succès franc et rapide. Et d'ailleurs, le problème avec la posture euro-américaine dès le début, c'est de dire on va soutenir l'Ukraine as long as it takes, aussi longtemps qu'il le faudrait. Non, il fallait dire on va soutenir l'Ukraine aussi vite qu'il le faut et autant qu'il le faut pour que l'Ukraine vainc la Russie aussi rapidement que possible, parce qu'en fait, ça aurait été moins coûteux pour nos économies et ça aurait envoyé un signal de force et de puissance à la Chine, à l'Iran et évidemment à la Russie. Et c'est ce que, en fait, l'Occident n'a pas su faire. Avec le risque d'escalade quand même. C'est-à-dire que des troupes russes acculées dans la retraite de Kherson, par exemple, si les Ukrainiens avaient poussé leur avantage, est-ce que ça n'aurait pas été une Russie plus susceptible d'escalader, comme on dit en langage, en jargon, et soit de façon conventionnelle et soit de façon, disons, indirecte et terroriste, on parle d'armer les Houthis ou quelque chose comme ça, soit de façon nucléaire. Mais vous voyez, en fait, ce que vous venez de dire montre que les Européens et les Américains ne sont plus dominants dans le monde. Ils ont complètement intériorisé la peur, ils ont complètement intériorisé les calculs et les menaces de leurs adversaires. Est-ce que les Européens et les Américains, pendant la guerre froide, pensaient de cette manière ? Non, ils prenaient clairement très au sérieux les risques d'escalade, parce que
c'était quand même sérieux, mais ils avaient appris et intériorisé quoi ? Comment gérer l'escalade et comment reprendre le contrôle de l'échelle de l'escalade. Aujourd'hui, on a l'impression que on a complètement oublié tout ce qu'on avait appris pendant la guerre froide. Et on ne sait plus mettre en œuvre comment gérer l'escalade et comment reprendre le contrôle. Et je pense qu'en Europe en particulier, les populations sont devenues... n'ont plus aucun sens stratégique, n'ont plus aucun sens de l'histoire et ne savent pas ce qu'il faut faire pour maintenir leur pouvoir, parce que la dividende de la paix a fait qu'elle a bercé ces populations dans un cocon, en fait, qui est complètement artificiel et qui est déconnecté des réalités, des rapports de force dans le monde. Aujourd'hui, il faut renouer avec tout ça. Nathalie, est-ce que vous êtes d'accord sur cette surestimation des risques d'escalade ? Est-ce qu'une armée russe acculée, un Vladimir Poutine décrédibilisé, ne peut pas causer plus de tort à l'Occident qu'il ne pourrait en supporter ? Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour voir que l'escalade, elle est là et que c'est notre faiblesse qui l'a rendue possible ? La Russie ne se contente pas de se battre sur le front du Donbass. Elle détruit en permanence des infrastructures civiles ukrainiennes. Des missiles, des drones volent au-dessus de la Roumanie, de la Pologne, sans se préoccuper du fait que ces pays sont membres de l'OTAN, qui a un article 5 qui devrait normalement restreindre la Russie. Ça ne la restreint pas. Nous sommes les meilleurs au monde pour théoriser la guerre hybride qui nous est menée, c'est-à-dire la manipulation de l'information, les sabotages, la capture des élites, la tentation permanente de semer la zizanie dans nos pays et de nous faire nous méfier de la démocratie, nous méfier de l'information. Nous la théorisons merveilleusement, mais nous ne réagissons pas vraiment. Et aujourd'hui, quand je parle du fait que l'Iran, la Biélorussie et la Corée du Nord sont alliés à la Russie, si ça n'est pas une escalade, et si ça n'est pas été rendu possible par nos faiblesses, par nos retards, par nos débats éternels, par notre croyance dans la parole performative, qui fait que on voit 4 dirigeants se réunir après la tournée de Volodymyr Zelensky en Europe pour discuter. Mais ce qu'on demande, c'est pas qu'ils discutent, c'est qu'ils décident. Et là où je ne suis pas totalement d'accord avec Rim, c'est sur nos opinions publiques et les populations. Parce que c'est plutôt nos classes politiques, certains avec beaucoup de cynisme pour essayer de manipuler les choses, et d'autres simplement parce qu'ils se font peur, parce qu'ils sont déjà tout étonnés de l'audace qui a été la nôtre depuis 2022 d'envoyer des armes à l'Ukraine. Quand on regarde les sondages sur ce que pensent les populations, elles nous demandent de soutenir l'Ukraine. Elles nous demandent d'être plus efficaces. Elles nous demandent de construire une défense européenne. Alors, est-ce qu'elles nous demandent de le faire au détriment de notre modèle social ? Évidemment, non. Mais la démonstration que nous sommes en train de faire, c'est que les États-Unis, le Canada et l'Europe, mis ensemble, sont moins capables que l'Iran et la Corée du Nord. On a promis 1 million de munitions à l'Ukraine, avec tambours et trompettes. Nous, Européens, on en a livré moins de la moitié. Ce 1 million de munitions, il était livré par la Corée du Nord à la Russie en 3 mois. Je voudrais revenir, pour finir cet entretien, ce premier podcast, sur les rapports que, faute de meilleure expression, on appellera les rapports Nord-Sud. Je crois qu'il y a 2 choses très importantes que vous avez dites, toutes les deux. La première, c'est de souligner l'impuissance des pays occidentaux et le fait qu'ils soient un peu ligotés, disons, à leur fois par leurs propres hésitations et aussi par la montée en puissance du reste du monde. Et puis la deuxième chose, c'est les perceptions, parce qu'il y a les réalités matérielles, mais en vrai, on voit que les changements de perception sont déterminants dans ces rapports-là. Qu'est-ce qui, d'après vous,
compte le plus dans ces rapports, encore une fois, nord-sud, ou disons entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud et du Sud-Est avec l'Occident? Est-ce que ce sont ces crises géopolitiques qui occupent le devant de la scène? Est-ce que c'est la perception que pendant le Covid, ces pays-là ont été oubliés, entre guillemets, qu'ils ont subi les contre-coups de la guerre russe contre l'Ukraine en termes de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, d'inflation, de dette aussi, parce que tout ça est de plus en plus important. Autrement dit, qu'est-ce qui est le plus important maintenant pour essayer de résoudre les problèmes communs de la planète? Encore une fois, dette, climat, santé mondiale, etc. Est-ce que c'est de réaménager les institutions internationales? On n'en a pas encore parlé, mais c'est un des griefs que, disons, le Sud fait au Nord. Est-ce que c'est cette question géopolitique? Est-ce que ce sont des choses très concrètes et matérielles, la dette, les vaccins, le soutien pour la transition énergétique? Où a-t-on des leviers d'action pour améliorer, pour faire progresser ces rapports Nord-Sud? Nathalie. Alors la perception est majeure parce que elle vient au service de ceux, en particulier les moins démocrates, des dirigeants des pays qu'on va dire du Sud, pour faire très très vite, pour justifier leur posture, pour justifier souvent la distance qu'ils prennent avec l'Occident et pour justifier la répression qu'ils exercent vis-à-vis de leur population. C'est très commode de dire que finalement, ces grands tenants de la démocratie ne sont pas sérieux, donc la démocratie n'est pas sérieuse, n'est pas la bonne solution. On se souvient très bien qu'au début de la pandémie, même en Europe, on entendait qu'il valait peut-être mieux être un régime autoritaire pour faire face à une pandémie. Alors en fait, la réalité a pris le dessus. Ça n'était pas vrai. Mais cette perception s'est instaurée au service des autocrates. Et puis cette même perception, elle gêne un certain nombre de dirigeants du Sud quand ils veulent travailler avec nous, parce qu'en fait, ils sont un peu confrontés à l'hyper-émotivité de leur population. Sur la question palestinienne, et pour avoir beaucoup travaillé dessus, beaucoup vécu dans le monde arabe et dans le monde musulman en général, permettez-moi de dire que ça a toujours été la cause autorisée de protestations, de manifestations, d'émotions dans le monde arabe. Dans les pays avant le printemps arabe, dans les pays du sud de la Méditerranée, il y avait une seule raison qui donnait l'autorisation de manifester, c'était la cause palestinienne. C'était le défouloir permis. Aujourd'hui, un certain nombre de pays arabes, de dirigeants arabes, veulent chercher une solution avec nous, mais sont aussi obligés de nous critiquer publiquement pour ne pas être à faire le grand écart avec leur population. L'Inde est évidemment terriblement inquiète de la montée en puissance de la Chine, pas très prête à un partenariat étroit avec les États-Unis compte tenu de son histoire, très demandeuse de faire davantage avec l'Europe. Moi, ça me frappe quand j'y vais. Mais après, il faut manier ces perceptions et arriver à les surmonter. Et quand en plus, dans certains pays, on a continué à exploiter le filon néocolonial, comme ça a été le cas, on se trouve paralysé dans son dialogue avec l'Occident. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on peut se servir des institutions multilatérales? Bon, ce sont un forum. C'est le forum pour la paix en moins bien. Parce que ce ne sont que des représentants des gouvernements. Ouais. L'ONU, ce ne sont que des représentants des gouvernements qui certes se rencontrent, c'est mieux que de ne pas se voir, mais qui sont on message, qui lisent leurs éléments de langage, et ça ne fait pas progresser les choses. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On oublie. Ça, c'est ce que font tous ceux qui ont décidé de bousculer l'ordre international. On met en pause et on attend que miraculeusement les guerres s'arrêtent pour pouvoir retravailler dans le contexte onusien. C'est une espèce de pensée magique qui risque de nous faire beaucoup de mal. Je crois que tout ce qu'on est capable de faire en coalition au pluriel, avec ceux qui ont envie de faire quelque chose, quel que soit le sujet, on peut et on doit le faire. Le G7 s'est révélé des années après sa création, non seulement comme un forum de discussion, mais comme un forum de décision. Et ça, c'est très nouveau. La communauté politique européenne qui a été moquée par un certain nombre de critiques pavloviens d'Emmanuel Macron quand il l'a proposé,
est un endroit où on se parle, entre Européens au sens très très large, et j'espère un endroit où on va être capable de décider. Et de plus en plus, on doit trouver des formats, non pas de like-minded, je déteste cette expression, parce que si on ne parle qu'aux gens qui pensent comme nous, on ne va pas parler à grand monde et ça n'a aucun intérêt, mais de gens qui sont prêts à faire un bout de chemin ensemble, de pays qui sont prêts à faire un bout de chemin ensemble pour améliorer une situation, qu'elle soit géographique ou sectorielle. Alors, c'est peut-être pas chimiquement pur, c'est peut-être pas intellectuellement satisfaisant, mais c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Et je pense que nous, Européens, plutôt que de nous lamenter, on doit voir tous les atouts qui sont les nôtres dans ce monde-là, dans ces configurations-là. Parce que ce sont des configurations dans lesquelles nous pouvons être encore crédibles. Nous pouvons parler à des pays très différents. Et nous devons le faire. Et surtout, puisqu'on est encore dans la bataille des perceptions, nous devons assumer ce que nous sommes, affirmer ce que nous sommes, pas en réaction, pas pour dire non, ce que vous dites n'est pas vrai, parce que ça, c'est inefficace. Mais je dirais en préemption. On a oublié de dire ce dont on était fier, de dire ce qu'on avait envie de faire, non pas parce qu'on est des détenteurs des valeurs universelles, mais parce qu'on peut être des acteurs, qu'on peut être des fournisseurs de paix, de stabilité, de développement. Je souscris à 100% à cette vision. Nathalie, vous avez mis en avant, et c'est vraiment l'idée, disons, la philosophie du forum, que de travailler au-delà de ces coupures géopolitiques, non seulement avec des pays, mais avec d'autres acteurs que les pays. Et comme Exactement. vous le signaliez, après tout, il y a des tas de domaines dans lesquels on peut aider l'ONU ou faire mieux que l'ONU, non pas dans une idée de concurrence, mais dans une idée de soutien et de complémentarité, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Il faut qu'on s'arrête, mais je voudrais vraiment avoir, pour finir, l'avis de Rim sur ces sujets, ces différents sujets nord-sud. Où est-ce qu'on peut agir et comment agir pour réduire cette fracture dont on sait qu'elle obère les chances de régler, qu'elle nous empêche de régler les problèmes globaux. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre les peuples et les gouvernements. Je pense que Nathalie a raison de dire qu'il y a beaucoup de gouvernements dans ces pays qui, de manière très cynique, instrumentalisent des accusations de deux poids, deux mesures ou, en gros, surfent sur cette perception que, en fait, les Européens et les Américains sont des méchants et qu'il faut s'ériger contre. Parmi les populations, c'est un peu plus compliqué. Il y a la culture, en fait, occidentale, c'est-à-dire l'ouverture, la démocratie, même aussi la culture pop, elle est encore prédominante dans ces pays. Elle attire beaucoup de gens. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des migrants essayent de venir en Occident. Ils n'essayent pas d'aller en Russie, je veux dire. Il y a très peu d'Africains qui se mettent en danger pour aller vivre en Russie. Il y en a beaucoup qui se mettent en danger pour venir en Europe, par exemple. Et ça, c'est parce que le modèle est encore attrayant. Là où il y a un sujet, un problème, c'est que, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne fonctionne plus. Il est complètement pris en otage par au moins 2 des 5 membres permanents, la Russie et les États-Unis, qui bloquent tout, à chaque fois qu'ils doivent eux-mêmes protéger leur propre position. Donc il faut réfléchir à comment sortir de ce blocage. Et deuxièmement, il faut travailler beaucoup plus sur des délivrables concrets, c'est-à-dire la question de la dette, c'est-à-dire la question du changement climatique, c'est-à-dire les questions d'infrastructure, d'intelligence artificielle. Donc se recentrer sur monter des projets ensemble. C'est pas une question, je suis complètement d'accord, de like-minded. C'est une question de est-ce qu'on est d'accord sur un projet et est-ce qu'on peut travailler ensemble là-dessus ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça crée des liens qui sont plus concrets et qui peuvent construire un maillage qui va maintenir les relations entre ces pays. On n'a pas besoin que tous les pays avec lesquels on travaille soient des démocraties, soient progressistes. Non, on a juste besoin d'être d'accord sur des projets et sur, par contre, des règles sur lesquelles on est tous d'accord et sur lesquelles on s'engage parce que
pour moi, c'est ma grande crainte. Je pense qu'on rentre dans un monde où il n'y aura plus de règles. Et s'il n'y a plus de règles, c'est la jungle. Et si c'est la jungle, comment est-ce qu'on va retrouver un projet commun en tant qu'humanité, juste? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, la question. Et des questions comme le changement climatique, les questions de pandémie, les questions d'infrastructure et de sécurité globale vont être peut-être le nouveau terrain sur lequel on pourrait s'entendre d'une manière différente. Eh ben, un grand merci à toutes les deux parce que dans les quelques dernières minutes de ce podcast, vous avez vraiment défini le projet qui est celui du forum, l'ambition à la fois de travailler sur des projets, de malgré tout respecter des règles ou essayer même d'élaborer des règles communes. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense aux nouvelles technologies pour lesquelles il n'existe pas encore de règles. Et là, je crois que de façon assez pragmatique, parfois un peu brouillonne, on arrive à progresser avec les autres États, avec les autres acteurs, et notamment ceux des populations. Et donc, je vous invite évidemment toutes les deux à nous rejoindre les 11 et 12 novembre au Forum de la Paix 2024. Et pour tous ceux qui écoutent ce podcast, alors beaucoup ne pourront pas venir au Palais de Chaillot parce que le lieu est un peu petit, même s'il est prestigieux, mais vous pourrez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube pour suivre tous les différents débats, toutes les sessions, comme si vous y étiez, des discussions, des entretiens exclusifs en direct. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce podcast, c'était passionnant et à très bientôt les 11-12 novembre pour le forum. Merci. Merci.